L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, en partenariat à présent avec TV78, épisode 190. Notre invitée ce soir est Sandrine Grand-Gambe. L'hebdo politique. Sandrine Grand-Gambe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et surtout la première adjointe à la mairie de Trappes en charge de la réussite scolaire et de la culture. De ce fait, vous avez été aux premières loges de tous ces débats et polémiques qui ont touché votre ville récemment. Le soufflet semble être un peu retombé aujourd'hui. Tout est parti, on le rappelle, suite à la publication d'une tribune dans la presse d'un professeur de philosophie qui enseigne à Trappes depuis 20 ans et qui parlait alors d'une ville perdue sous l'influence de l'islamisme. S'en est suivi un abattage médiatique assez important, inédit, et des controverses aussi avec le maire Ali Rabé, dont vous êtes l'une des proches en tant que première adjointe évidemment. Presque un mois après, aujourd'hui, Sandrine Grand-Gambe, la tension est-elle définitivement redescendue? Est-ce que les habitants sont passés à autre chose? Que vous disent-ils, ceux que vous rencontrez? Le soufflet est retombé, mais les habitants ne sont pas complètement passés à autre chose parce que ça a été très violent. C'est vrai que dans la presse et dans les médias, on est passé à autre chose, puisqu'une actualité en chassant une autre, une polémique en chassant une autre, la plupart des gens parfois ont déjà oublié. Mais les stigmates, ils sont là à Trappes, avec des gens qui sont blessés. Avec des élèves aussi qui en subissent directement les conséquences dans leur scolarité. Je pense aux élèves de la plaine de Naufle qui ont été extrêmement perturbés à la fois parce que certains, c'était leurs enseignants aussi qui étaient exposés de cette manière-là et leur ville. Et donc derrière, c'est aussi leur avenir, leur parcours d'études qui les interroge. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de se présenter comme trappiste? Évidemment que les... Vous voulez dire qu'ils ont peur pour leur avenir, pour des candidatures futures? Voilà, ils ont peur pour Parcoursup, ils ont peur pour les écoles qu'ils pourront faire plus tard. Donc c'est dommage parce que une fois que cette polémique est passée, il reste tous les dégâts qui sont là. Et les dégâts, vous disiez, sur les trappistes, sur les lycéens, est-ce que les plus petits aussi d'entre eux, peut-être ceux qui ont des grands frères ou des grandes sœurs au lycée, ont été impactés, vous qui êtes en charge des écoles primaires, des écoles maternelles? Est-ce que là aussi vous êtes inquiète? Est-ce que vous avez des remontées à ce propos, ou alors ça concerne exclusivement des lycéens qui sont peut-être aussi plus armés face à de tels sujets? Ça en est en priorité les lycéens de la plaine de Naufle, très clairement, qui étaient en première ligne. Après, les parents se sont inquiétés aussi. C'est plus un climat. Les gens continuent d'être à Trappes dans une logique de... c'est une ville sympa, je veux dire, il y a des problèmes comme à plein d'endroits, mais les gens parlent beaucoup, ils échangent, et ça n'a pas changé. Il n'y a pas un climat d'anxiété dans la ville, ça serait faux. C'est une ville où on peut en témoigner, on peut le dire nous-mêmes, où il y a quand même une vie culturelle associative qui est aujourd'hui mise à l'arrêt de force, mais qui est assez importante. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Ce terreau, il est là, et les gens discutent, mais il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, on a été pointé du doigt comme... je pensais aussi à ce qui s'est passé à Crépy-en-Valois quand on parle du premier cas de Covid qu'on a eu en France, où dans le Val d'Oise à l'époque. Dans le Val d'Oise, où une ville a été tout à coup pointée du doigt pour d'autres raisons, avec des gens qui se sentaient comme pestiférés, avec tous les médias qui arrivent en même temps pour interviewer tout le monde. Et après, ça on oublie, mais les gens sur place, ils l'ont vécu, ça. Voilà. Alors le fait est que Trappes, contrairement au Crépy-en-Valois, ça fait des années désormais que Trappes est de temps en temps comme ça mise en avant par les médias. Vous semblez quelque part critiquer l'abattage médiatique qui a été fait, et ça se comprend en tant que premier adjoint à la mairie de Trappes. Est-ce que vous estimez aussi que votre majorité municipale, et plus particulièrement le maire de la ville, Ali Rabé, qui est aujourd'hui sous escorte policière, a participé un peu malheureusement contre lui-même à ce jeu-là médiatique, en accueillant les journalistes, en participant à les émissions dont on sait? Il y a eu Touche pas à mon poste sur C8, il y a aussi Jean-Luc Morandini qui est venu dans la ville. Est-ce qu'il ne s'est pas un peu fait avoir sur ce coup-là? Est-ce qu'il ne s'est pas fait déborder? Il n'y a jamais de bonne solution. Moi, j'ai vu ce qui se passait avec l'ancien maire Guy Malandin, qui lui
avait le parti pris de on réagit pas, on dit rien. Oui, qui était le maire de 2001 à 2020, on le rappelle. On met la tête dans le sable et on attend que ça passe. Ce qui fait qu'on laisse aussi un certain nombre de contre-vérités qui sont véhiculées sans qu'il y ait jamais une parole autre qui soit portée. Là, l'idée, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, on peut pas c'est une contre-attaque très offensive. On peut accepter de ne pas avoir le même point de vue. Ça, c'est légitime. Hein. Oui, Ali Rabel l'a toujours dit d'ailleurs à ce propos. Mais on ne peut pas partir de faits qui ne sont pas exacts. C'est ce que le maire a démonté point par point, c'est-à-dire les différents... Que le professeur de philosophie ait un ressenti de malaise ou de quelque chose qui, dans la ville, ne lui convient pas, ça, il a le droit de le dire. Et qui on serait pour l'empêcher, dire s'il ressent ça. En revanche, l'idée qu'il stigmatiserait toute une population, il généraliserait tout en expliquant qu'une ville est perdue. Moi, en tant qu'enseignante, entendre un collègue dire que des enfants sont perdus pour la République et qu'une ville est perdue pour la République, j'ai envie de lui dire change de métier, parce que c'est pas possible. Notre métier, c'est justement de jamais accepter qu'un enfant soit perdu pour la République. Et donc, à un moment donné, le rôle du maire, c'est aussi de dire attendez, stop, là, on va juste décrypter ce qui va pas dans le discours. Mais quand on est en plein dans la controverse, on sait comment marchent aussi les médias nationaux aujourd'hui. Est-ce que finalement c'était le bon choix de comme ça contrer les faits si rapidement? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre un peu de recul, peut-être laisser la tempête passer et puis là prendre la parole? Est-ce que non, vous ne regrettez pas avec le recul? Sauf qu'après on n'a plus la parole et après on n'est plus audible. Et moi je l'ai vu sur l'histoire du livre La communauté des deux journalistes. Oui, qui date de 2017. Un ouvrage documenté, un travail sérieux de journalistes du Monde, mais il y a des erreurs factuelles dedans, ce qui peut arriver à n'importe quel journaliste. Et notamment, il y a cet épisode sur la synagogue de Trappes, où elles reprennent ce que Lafouine a dit, et elles ne vont pas plus loin. Et donc, elles posent un diagnostic qui est, il y a eu un incendie provoqué volontairement, on suppose par les musulmans, contre des juifs. Et c'est ça que tout le monde retient. Et personne ne pose un autre discours qui est celui de l'État, des instances judiciaires de ce pays, qui disent non, c'est pas ça l'histoire. Et au moment où le livre sort, on aurait dû dire oui, là on est d'accord, là c'est une opinion, bon, là c'est pas vrai. Et vous portez non pas un discours contradictoire, mais un fait. Et si vous ne le faites pas, après, on vous le reproche, on dit vous ne l'avez pas dit. Il fallait le dire à ce moment-là. Vous parlez de l'incident de la synagogue, juste pour qu'on recontextualise de 2001, c'est pas un fait récent. Voilà. Mais je pense que quand on ne parle pas, on laisse la parole aux autres. Et dans la période qu'on vit, je pense qu'il faut arrêter, notamment pour les gens qui sont engagés dans la défense de causes humanistes. Moi, je suis une femme de gauche. J'ai l'impression que la parole de gauche, aujourd'hui, elle n'existe plus à sa juste valeur. Elle n'est pas portée à sa juste valeur dans le pays. Parce que certains pensent. Vous avez vu ces débats autour de l'islamo-gauchisme. Voilà, mais je pense que, justement, on a aujourd'hui un discours qui est assez radical, qui est porté par l'extrême droite, clairement, qui est fort. Je veux dire, quand on voit la place qu'a aujourd'hui un Éric Zemmour dans l'audience, avec des propos hallucinants qui, il y a encore quelques années, auraient valu à Éric Zemmour soit d'être condamné, soit d'être enlevé d'antenne. Donc je pense qu'on s'est trop tu et qu'il faut arrêter de se taire. Quand on a des choses à dire, il faut les dire. Alors, à titre personnel, vous, en tant que première adjointe, on vous a peu entendu dans les médias, si ce n'est pas du tout, à moins que je sois passé à côté de quelque chose. Est-ce que c'était un choix personnel? Est-ce que vous n'avez pas voulu participer, justement, vous, à cette machine-là? Est-ce que c'était aussi un choix Non, pas du tout. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les propos, ce qui fait réagir le maire aussi de Trappes, c'est pas simplement... Il a attaqué lui-même, personnellement. Dans l'article, il y a un certain nombre de choses qui sont factuellement fausses, où on le traite d'avoir... Vous auriez pu le défendre dans les médias aussi, et vous partagez la tâche pour pas que toute la lumière ou la mauvaise lumière soit sur Ali Rabé. C'est pour ça que je suis là aussi, aujourd'hui à votre invitation. On a avec du temps maintenant. Mais sauf que les médias, ça ne les intéresse pas. Oui. Il vaut mieux, vous voulez dire, Ali Rabé que Sandrine Grand-Gambe. Clairement, avoir Sandrine Grand-Gambe sur un plateau, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent à ce moment-là, c'est Ali Rabé, c'est faire du buzz autour d'une confrontation. Et donc, soit vous jouez le jeu de cette confrontation en portant ce que vous avez à dire, soit vous n'existez pas.
Alors, pour faire vivre le débat politique local, Sandrine Grand-Gambe, on va écouter un extrait Alors, on va pas écouter un extrait d'Othman Nasrou, mais on l'a reçu ici il y a une quinzaine de jours. Othman Nasrou, qui est votre opposant politique à la ville de Trappes. Il faut rappeler le contexte. L'élection de Trappes a été annulée par le tribunal administratif de Versailles. Vous restez pour l'instant en poste tant que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur les recours validés par le tribunal administratif de Versailles. Mais donc, il y a un contexte politique assez particulier à Trappes. Othman Nasrou dit dans l'interview, quand on l'a reçu il y a 15 jours, qu'il vous a tendu la main avec Mustapha Larbaoui, qu'il vous a contacté pour faire une forme d'union locale pendant ce moment-là, si particulier pour la ville. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez discuté avec eux pour que voilà, droite et gauche travaillent ensemble et tentent de donner une autre image de Trappes? Moi, je n'ai pas eu de connaissance de ces mains tendues. Ce que j'ai plutôt vu, c'est des couteaux dans le dos, avec cet épisode hallucinant où un maire est placé sous protection policière parce qu'il y a la plateforme Pharos qui signale des risques d'attentats sérieux. Et donc, une présidente du conseil régional et l'ensemble de ses vice-présidents qui, au lieu d'apporter leur soutien, comme tout le monde s'attendrait à ce moment-là, que ce soit le cas. Pendant l'interview, Othman Nasrou dit que si Ali Rabeh doit être protégé, il doit l'être, c'est pas possible de se comporter ainsi avec des élus. Il prend quand même... Voilà, il prend ces mesures-là avec Ali Rabeh. Et je l'en remercie, mais c'est pas ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et c'est pas ce qu'a dit Madame Pécresse. On recontextualise, la présidente de la région et Othman Nasrou, le premier vice-président de la région Île-de-France. C'est important de tout préciser. On a vu, en service commandé, un certain nombre d'élus LR ou Libre, puisque c'est le parti de Madame Pécresse, qui se sont rués sur cette affaire pour en faire une affaire politique. C'est-à-dire que est venu... Dans l'espoir de faire basculer la ville, vous pensez s'il y a une annulation de l'élection? Je pense que dans l'emballement, il y a eu l'emballement politique et vous avez par-dessus des contextes politiques qui font que certains se disent tiens, c'est le bon moment pour relancer des polémiques. Parce que sur l'annulation de l'élection, vous avez bien résumé les choses, mais il faut préciser quand même que ce qui est pointé, c'est le fait qu'Ali Rabeh était président pendant la période du confinement d'une association qui a distribué des masques. Donc quand un peu partout on dit que c'est très grave, qu'il y a eu des manipulations, etc. Avec des photos de campagne visiblement aussi. Alors moi j'ai pas eu accès à ce moment-là aux masques dont on parle, mais il y avait la même photo que pendant la campagne municipale. Pour être clair, on a commencé à distribuer avec l'association des masques qui étaient faits de manière bénévole, sans aucun document, et des gens, dans la période, il n'y avait pas de masque, vous vous rappelez, c'était la période où tout le monde cherchait des masques. C'est l'entre-deux tours, là aussi il faut rappeler les choses, c'était après le premier tour de l'élection municipale, pendant le confinement. Et on ne savait pas s'il y aurait d'ailleurs sur les masques. On ne savait pas s'il y aurait des élections en juin ou en septembre ou carrément un an après. Et donc il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit mais on ne sait pas si c'est sérieux, pas sérieux ces masques. Donc on a fait un petit papier pour rappeler comment ils étaient faits, par qui ils étaient faits, avec la photo de l'association des couturières qui travaillaient sur ces masques et l'association Cœur de Trappes qui finançait les masques en question. Dont Ali Rabeh est le président. Voilà. Et donc on lui reproche de ne pas avoir mis ça dans les comptes de campagne. Dans ses comptes de campagne, voilà. Et M. Nasrou, lui, a distribué des milliers de masques avec la région sans qu'on lui demande aucun compte là-dessus. Et c'est très bien que la région l'ait fait et qu'il ait distribué les masques en se mettant en avant, mais pourquoi pas. Et il a financé, lui, sur ses comptes de campagne. Alors, moi j'habite à Trappes, donc dans mon quartier, on a tous reçu une dizaine de masques de M. Nasrou. Donc il l'a fait sur l'ensemble de la ville. Dans ses comptes de campagne, il explique qu'il en a distribué 1000 sur la ville. Donc il a valorisé dans ses comptes de campagne 1000 masques. Ce qui fait doucement sourire tout le monde. Ça vous dites qu'il y en a beaucoup plus qui ont été distribués. En réalité, il a couvert toute la ville, et tant mieux. Mais je pense que s'il avait mis la totalité de ses masques dans ses comptes de campagne, il explosait ses comptes de campagne. Ça veut dire que vous êtes confiante quant à la décision du Conseil d'État qui doit arriver dans les semaines ou mois à venir. Est-ce que vous vous préparez à une confirmation on se prépare à tout, mais on est très confiant.
Et voilà, après... Il y a un jugement du tribunal administratif aussi de Versailles qui pourrait condamner Ali Rabet à un an d'inéligibilité. En fait, ce qui est très bizarre dans cette... En fait, on a vécu une période très bizarre avec le confinement. Et les tribunaux administratifs sont en difficulté pour savoir, et c'est le cas partout en France, hein, quelle était la règle dans cette période transitoire. Nous, on avait un rapporteur qui a dit il n'y a pas de sujet. Le rapporteur, au moment du jugement, là, dit il n'y a pas de sujet. Et puis le juge du tribunal dit si, il y a un sujet. Et on renvoie ça au Conseil d'État. Donc c'est le Conseil d'État qui va juger là... d'ici les semaines ou les mois à venir. Oui, et il y aura des jurisprudences. Et je pense qu'en septembre, on sera... Vous saurez, dans le cas négatif pour vous, où cette décision est validée, que Ali Rabet ne puisse pas se représenter à une nouvelle élection. Est-ce que vous vous préparez à ça psychologiquement déjà? Parce qu'être maire de Trappes, c'est quand même une charge psychologique, j'imagine, assez importante. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique parce que, franchement, il va falloir un moment. Vous connaissez surtout, vous connaissez la situation d'un certain nombre d'élus qui, parfois, même dans ce département, ont été condamnés pour des choses lourdes. Avant qu'ils soient inéligibles, il s'est passé beaucoup de temps. Donc là, franchement... Si dans ce pays, pour avoir distribué 10 000 masques à la population, on en arrive à ce qu'un élu soit inéligible, il y a des questions à se poser. Après, il peut y avoir de nouvelles élections sans inéligibilité, il peut y avoir simplement des comptes de campagne qui ne sont pas remboursés, il peut y avoir aussi une décision qui dit qu'il n'y a pas de sujet. Donc, En tout cas, pour le moment, vous êtes toujours Sandrine Grandgambe, première adjointe en charge de la réussite scolaire. Je voudrais parler de ce sujet. Vous avez été très active en la matière depuis le mois de septembre à Trappes. Il y a eu le retour à la semaine de 4 jours notamment, le retour de l'étude après l'école, la baisse du prix aussi de la cantine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est 4600 enfants qui sont scolarisés à Trappes? Est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte, vous faites pause sur tous ces projets que vous portiez, vous avez fait le plus important? Aujourd'hui, vous allez laisser la vie scolaire reprendre, entre guillemets, sans changement, même si ce sont des changements positifs. Il y aura des ajustements. Par exemple, on a sur l'étude après la classe, qui est un élément très important, et dans le contexte qu'on a décrit tout à l'heure, prendre en charge les enfants pour éviter que potentiellement, soit ils traînent dans la rue, soit ils soient récupérés par d'autres systèmes, on va dire. C'est le rôle de l'État, pour le coup, d'être là et d'être auprès des familles. Mais on va forcément être amené à faire évoluer ces études parce qu'on a fait des enquêtes auprès des parents, auprès des enfants. Pour Tout voir, n'est pas figé. Voilà, comment on peut faire évoluer le dispositif pour être le plus efficace possible. On va faire beaucoup de choses aussi. On a un axe, c'est pour ça qu'on voulait que la culture et l'éducation soient liées. On va faire beaucoup de choses autour de la culture à l'école. C'est un point qui, moi, me semble absolument essentiel. Donc, pendant cette année scolaire on va commencer dès la rentrée à porter des projets. On a une classe orchestre qui va ouvrir dans une des écoles. On veut des classes aménagées aussi dans un certain nombre d'écoles de Trappes. Donc, on est en train de travailler ça avec l'éducation. Faire intervenir des artistes aussi dans les écoles. Est-ce que c'est possible aussi, un moyen pour eux de là, c'est la seule chose pour l'instant qu'on a le droit de faire. L'éducation artistique et culturelle à l'extérieur, c'est compliqué. C'est d'ailleurs un crève-cœur pour le cinéma, parce qu'on a un bel outil qu'on ne peut pas utiliser. Par contre, on peut faire venir l'éducation à la culture dans les écoles. Justement, puisque vous êtes en charge de la culture, Sandrine Grandgambe, on sait que le monde culturel est à l'arrêt depuis désormais la fin octobre. Qu'en est-il de la situation du monde culturel à Trappes, qui vit souvent quand même des aides des collectivités? Est-ce qu'il y a des choses qui vont devoir fermer, être réduites? Est-ce que vous avez une vision là-dessus, sur ces sujets-là? Il y a un cinéma, on le rappelle, à Trappes, mais pas que. Il y a le cinéma, il y a la Meurize, il y a le conservatoire. Donc le conservatoire continue, bien sûr. La Meurize, de fait, pour l'instant, elle est fermée, mais bien sûr que dès qu'on pourra rouvrir, on le fera. L'équipe de la Meurize avait permis d'organiser les féeries aux vacances de Noël pour amener l'art dans la rue. Donc on va faire ça de toute façon, on verra la situation cet été, mais on fera des concerts extérieurs, on fera des propositions artistiques à l'extérieur, hors les murs, ce qu'on ne peut pas faire à l'intérieur. Donc en tant que collectivité, on continuera. Vous avez les moyens financiers peut-être de donner un coup de pouce, un coup de main supplémentaire à ces structures, ou alors la situation financière fait que pour vous aussi c'est compliqué? La situation elle est compliquée, mais ce qu'on ne met pas dans les concerts de la Meurize là qui n'auront pas lieu, on va le mettre sur d'autres actions.
La rentrée est aussi marquée par le début des tests salivaires dans les écoles. C'est un sujet qui, j'imagine, vous préoccupe beaucoup en ce moment et vous occupe beaucoup. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des craintes sur ce sujet d'un point de vue logistique, de l'organisation aussi? Est-ce que vous pouvez préciser comment ça va se passer à Trappes? Nous, on attend. On a de très très bonnes relations avec l'IEN, l'inspectrice de circonscription, et avec le directeur académique, qui est un appui très fort à la ville de Trappes, et son adjoint aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations particulières. Vous savez, d'accord, donc c'est-à-dire que l'éducation nationale ça va pas débuter tout de suite à Trappes. C'est une machine lourde. On sait que c'est une structure parfois lourde à bouger, et on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les masques inclusifs aussi, où moi je demande vraiment... Les masques inclusifs, on rappelle ce que c'est, ce sont les masques transparents. On a des vraies demandes pour les maternelles, pour les CP. Alors non pas d'avoir un masque inclusif en permanence, parce que les enseignants ne peuvent pas avoir en permanence ce masque, mais au moins dans les moments où on apprend les sons, etc., les avoir, ça coûte très cher. Nous, on peut équiper nos ATSEM, on ne peut pas équiper tous les enseignants de la ville. Donc on a vraiment besoin de l'éducation nationale. Donc j'espère que ça ira un petit peu plus vite sur mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Salivaires. Ça prend du temps à se mettre en place. C'est ce que vous dites. Ça va pas commencer dans les prochains jours. Il faudrait vraiment que ça aille plus vite. On avait eu quelques cas comme j'ai vu qu'Elancourt était dans une situation Covid qui est assez inquiétante, qui était la presse nationale fait partie des villes pointées du doigt. On sait que ça circule très vite et qu'on peut avoir un cluster à un endroit et rapidement à un autre endroit. Nous, on avait une école où on avait des variants. Au début de l'année, non? Au début de l'année, il y avait eu des fermetures de classes. Il y a eu des fermetures de classes un peu comme partout. Là, il y avait quelques inquiétudes parce que le variant sud-africain était aussi présent, on le sait, à Trappes, comme dans d'autres communes. Donc, on attend de voir comment tout ça va évoluer. Mais il y a urgence, effectivement, à avoir les tests. Sandrine Grand-Gambe, vous êtes aussi conseillère régionale, on l'a dit dans cette émission. Est-ce que vous êtes déjà candidate au régional qui devrait se tenir le 13 et 20 juin prochain? Vous allez me dire, c'est encore dans quelques mois, quelques semaines. Vous êtes occupée par la Covid-19 localement. Est-ce que vous serez candidate à votre réélection? Je serai sur la liste qui sera menée par Gisèle Séné et donc Julien Bayou au niveau régional et Benoît Hamon. Donc là, vous faites mention de l'alliance entre votre mouvement Génération et Europe Écologie Les Verts. Vous serez sur la liste des Yvelines. Exactement. En position éligible? Je ne sais pas encore, on verra ça. Mais vous avez envie d'y retourner? En tout cas, c'est quelque chose qui vous... sur le territoire, il y a des choses très importantes qui sont gérées par la région. Moi, je suis très présente à l'île de Loisirs aussi, qui est au titre de la région. Il y a des projets très essentiels à porter pour notre agglomération sur ces espaces-là. Donc, je souhaite continuer. Rappelons que la région Île-de-France a basculé à droite en 2015. Elle a été très longtemps à gauche. Je suppose que votre ambition et l'ambition de votre liste, portée par Julien Bayou au niveau national, est de refaire basculer la région à gauche. Quand vous voyez tout de même toutes ces candidatures qui s'accumulent, Audrey Pulvar qui on va résumer, mais rassemble le Parti Socialiste. Il y a aussi Clémentine Autain avec la France Insoumise et le Parti Communiste. Et il y a vous. Est-ce que vous pensez que c'est possible de refaire basculer la région à droite? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'allier? Est-ce qu'aussi on peut espérer cette alliance pour ceux qui la souhaitent? Elle est toujours souhaitable. Après, on est sur un scrutin un peu particulier où il y a 2 tours et il y a possibilité de fusion. Et ça s'est passé comme ça à chaque fois. Il y a des fusions entre les 2 tours. Donc après. Et pourquoi pas le faire dès le premier tour? Pourquoi pas se rassembler? Pour ceux qui ne connaissent pas la vie politique, qu'est-ce qui bloque concrètement à ce niveau-là? Il y a trop d'égos, notamment. Il y a des égos, mais en l'occurrence, les 3 personnalités que vous citez, elles sont toutes personnalités raisonnables, qu'on passe, à mon avis, cette difficulté-là. C'est les appareils. On a les appareils, on a aussi l'histoire. Je pense qu'il y a un contentieux qui reste fort de la période Hollande, qui a donné le macronisme et qui, pour un certain nombre d'entre nous, n'a pas encore réussi à choisir réellement son camp. Et donc il y a cette interrogation-là aussi qui me pose problème. Moi, qui me pose problème. On voit au niveau national aujourd'hui ce que donne la politique d'Emmanuel Macron. C'est une politique libérale, de droite, sur plein de sujets. Monsieur Darmanin, il ne peut pas être taxé d'être un peu de gauche, même un petit peu de gauche. Donc à un moment donné, il faut que les choses soient claires. On travaille très très bien avec le groupe de la France Insoumise
au conseil régional, on est souvent en accord. Moi, je pense que les alliances sont nécessaires. Je ne suis pas sûre qu'elles soient possibles au premier tour, même si elles seraient souhaitables. Demain, donc le lundi 8 mars, ça sera la journée internationale des droits des femmes. Vous êtes une femme politique maintenant bien connue localement, puisque vous avez été un temps aussi présidente de la fédération locale PS des Yvelines. Vous avez un rôle à la région, un rôle à la mairie de Trappes. Est-ce que vous direz que les choses s'arrangent pour les femmes politiques aujourd'hui, qu'il y a moins de problèmes à percer, il y a moins de remarques masculines qui sont désobligeantes à votre encontre, ou alors les choses changent très peu? On sait que c'est des sujets qui inondent la société, et tant mieux. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que vous... J'ai tendance à dire que plus on a des droits supplémentaires, et plus il y a aussi une violence qui vient... c'est l'effet de balancier, quoi, à chaque fois. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur plein d'autres sujets. Donc, la violence verbale, elle peut encore être là. Les clichés sont là, mais on avance quand même. Les lois l'ont permis aussi. Tout ce qui est scrutin de liste a fait beaucoup avancer la parité. Après... il y a encore des réflexes très machistes dans cette société. Donc vous êtes victime vous-même ou... Moi, franchement, je faites même plus attention peut-être. Non, puis j'ai jamais eu vraiment à me confronter à des situations de ce type. Donc, c'est plus insidieux aujourd'hui peut-être. Mais c'est comme sur les autres sujets, je pense qu'il faut prendre sa place. Il faut pas la laisser. Parce que si on la laisse, quelqu'un d'autre la prend. Et donc là, moi, j'encourage vraiment toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui auraient envie de s'engager. Mais ça peut être dans le militantisme, ça peut être dans l'associatif, dans beaucoup de domaines. Dans la politique, dans le journalisme aussi. Voilà, il faut y aller. Il faut pas laisser les autres parler pour nous. Merci Sandrine Grandgambe d'avoir participé à cette hebdo politique sur radio, Sensation en partenariat avec TV78. Vous êtes, je le rappelle, première adjointe à la mairie de Trappes, membre du parti Génération et conseillère régionale d'Île-de-France. Merci encore. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur les sites internet, applications et réseaux sociaux de Radio, Sensation et TV78. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique.